Alors, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à cette présentation qui se déroule dans le cadre de la semaine de la mission universitaire. Le titre de la présentation est Vieillissement, substances psychoactives, hébergement et soins de longue durée. Elle sera présentée par Vincent Wagner, chercheur d'établissement à l'Institut universitaire sur les dépendances. Quelques rappels d'usage. Donc, les questions seront prises à la fin de la présentation par l'onglet questions et réponses. Vous pouvez aussi prendre la parole. Donc, ma collègue Geneviève Fortin vous permettra de prendre le micro et de prendre la parole. Donc, je laisse la parole à Vincent et ses panélistes. Merci Jean-Philippe. Bonjour à tous. Je vais déjà commencer par vous partager mon écran. Alors attendez, parce que c'est la petite configuration Teams qui change un petit peu de mes habitudes Zoom, mais ça devrait bien fonctionner. Alors attendez, je vais vous mettre ici. Voilà. Alors, effectivement, moi aujourd'hui, dans le cadre de cette présentation, on va vous parler un petit peu d'un projet que je menais depuis quelques années maintenant, qui parlait un petit peu de toutes les questions de perte d'autonomie liées au vieillissement, de consommation de substances, puis surtout dans le contexte d'hébergement et des soins de longue durée. Donc, comme Jean-Philippe m'a déjà présenté, je ne serai pas tout seul nécessairement à vous parler de ces choses-là. Je vais être accompagné d'un beau monde qui est très cher à mon cœur par rapport à ce projet-là. Vous voyez que Jean-Philippe nous a rajouté des photos, mais je pense que Chantal, il manquera juste la tienne si jamais tu veux pour la suite. Donc, on a Chantal Coder qui est chef d'administration de programme en ressources intermédiaires au niveau de la direction SAPA de notre SUS Centre-Sud. Frédéric Marais, qui est spécialiste en activité clinique, qui est très proche en fait de l'Institut, qui est également praticien-chercheur avec nous, qui est direction des programmes santé mentale et dépendance de notre SUS également. Et puis Otman Messas, qui est coordonnateur de site au CHSLD du Manoir de l'Âge d'Or, donc au centre-ville de Montréal, également au niveau de la direction SAPA de notre SUS. Alors, pour commencer, c'est sûr qu'au niveau de ce projet-là, on a aussi d'autres, d'autres personnes qui nous ont accompagnés. Donc, je vous mettais un peu la liste de mes différents co-chercheurs, collaborateurs et puis de l'équipe de recherche qui nous a fortement appuyés et aidés pour mener ce projet à terme au cours de ces différentes années. Alors, ce que je voulais aussi évoquer, c'est que si certains d'entre vous étaient présents il y a 2 ans, il me semble, en fait, cette présentation, c'est un peu le post suivi du projet parce qu'il y a 2 ans, j'avais fait une première présentation qui évoquait davantage les origines du projet. Donc c'est un peu un effet pré-post entre ces 2 années d'écart. Moi, c'est sûr que là, je vais plus vous parler un petit peu des conclusions du projet, alors qu'avant, on parlait plus de d'où venait ce projet-là. C'est sûr que je vais quand même vous présenter un peu du contexte pour, les personnes qui arrivent seulement aujourd'hui. Mais voilà, là, on va plus se centrer sur certaines des conclusions principales qu'on a pu, faire découler de ce projet. Alors, bon, tout ce que je vais vous évoquer là est tiré d'un plus large projet de recherche qui a été financé par Santé Canada, par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec et puis le projet en question étant le projet BISPA. Là, vous allez voir que, on va beaucoup peut-être parler du projet BISPA en acronyme parce que, vous voyez le nom du projet, puis même moi, je me rappelle plus toujours des termes exacts qu'il y a à l'intérieur de ça. Donc pour moi, dans mon cœur et dans ma tête, c'est BISPA. On va dire ça comme ça. Alors, pour remettre un peu la table sur la thématique et le sujet, on va partir du principe, ça c'est quelque chose que je remets souvent en commençant une présentation sur cette thématique-là, parler un petit peu des consommations chez les personnes de 65 ans et plus au Québec. Puis là, je vous donnais des chiffres pour l'alcool et pour les autres substances. Donc, ça peut être typiquement cannabis et substances illégales pour la deuxième ligne. Mais là, en fait, vous voyez que on a quand même une certaine croissance entre 2001-2018 pour l'alcool, puis entre 2008 et 2015 pour les autres substances. Ce qui est important à retenir, en fait, c'est que les 65 ans et plus, c'est surtout, enfin, c'est pas nécessairement le groupe d'âge où il y a le plus de consommateurs, mais par contre, au cours des dernières années, c'est le groupe d'âge chez qui il y a une plus forte croissance du nombre de consommateurs en général. Et là, pour vous donner un peu un peu plus de concret, si on regarde un petit peu les chiffres démographiques du Québec, ça fait à peu près, 1 000 000, presque 400 000 personnes qui ont 65 ans et plus et qui consomment de l'alcool, toute consommation incluse, et puis quasiment 35 000 qui consomment d'autres substances spécifiquement. Si maintenant on se focalise un peu plus sur les usages plus problématiques, et puis là, il y a une grande variation dans les fréquences de prévalence qu'on peut observer. Là, les chiffres que je vous mettais entre parenthèses, ça désigne différents phénomènes. Là, par exemple, le 0,21 c'est les personnes de 65 ans et plus, chez qui on a fait un diagnostic de troubles de l'usage d'opioïdes spécifiquement. Et puis de l'autre côté, le maximum qu'on a pu observer, c'était du 32
qui désigne davantage en fait un usage problématique d'alcool. Puis là, c'est sûr qu'en fait, si vous rapportez ça à la population québécoise, aux chiffres que je vous ai donnés tantôt, on a quand même beaucoup de gens, en fait, qui peuvent être concernés. C'est des chiffres théoriques, ça ne veut pas dire qu'au Québec, c'est typiquement ça. Mais imaginez juste ce que ça donne si ces personnes-là, on devait leur donner des services. Puis moi, ça me pose toujours la question de où est-ce qu'on les met, basiquement, quoi. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Alors, pour bien comprendre un petit peu pourquoi on s'intéressait, au croisement entre la consommation, le vieillissement, la perte d'autonomie, il faut considérer, en fait, que ces 2 thématiques, ces 2 concepts-là vont créer un certain nombre d'interactions complexes, chez la personne. Et là, si j'essaie de regrouper les choses ensemble, bah, typiquement, on va dire qu'avec l'âge, les personnes, elles vont être plus sensibles, en fait, aux effets de la consommation, purement d'un point de vue physiologique. Typiquement, la personne, elle va avoir besoin de consommer moins de la substance pour avoir les mêmes effets, puis avoir les mêmes effets négatifs potentiellement derrière aussi, plus rapidement. Et inversement, en fait, bah, la consommation, elle va aussi précipiter certains effets du vieillissement. Pensez typiquement à toute la question de la perte d'autonomie physique, les chutes, l'aggravation potentiellement de la mobilité, enfin de la perte de mobilité, et puis tout ce qui touche aussi potentiellement aux troubles, aux déficits cognitifs de façon très large. Là, je ne rentre pas nécessairement dans le détail, mais il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais ce qu'il faut retenir, en fait, c'est que ce croisement des thématiques-là, ça reste avant tout un défi croissant pour les services. Et ça, c'est on parle de services, peu importe que ce soit de santé, services sociaux, mais ça représente encore plus un enjeu pour les services qui offrent de l'hébergement, où il y avoir des enjeux croisés entre milieu de soins, milieu de vie potentiellement. Et puis c'est là qu'on se focalise un peu plus sur les questions CHSLD, ressources intermédiaires, typiquement pendant le cadre de ce projet-là. Et puis là, parfois, je me mets des petites choses dans mes slides pour me rappeler en fait de vous remettre ça sur la table. C'est qu'il y a eu tout un enjeu de savoir c'est quoi le vieillissement, c'est quoi une personne âgée dans le cadre de ce projet-là. C'est est-ce qu'on considère ça en fonction des normes, des modalités du réseau, des services? C'est-à-dire, est-ce que c'est que 65 ans et plus? Et en fin de compte, dans ce contexte-là, on se rend compte que des critères arbitraires d'âge comme ça fonctionne pas toujours parce qu'on peut avoir des personnes qui sont beaucoup plus jeunes, qui ont une perte d'autonomie qui est déjà précoce. Et puis là, comment justement on arrive à répondre à ces besoins qui tombent un peu à la marge de ce qui est prévu dans les services? Donc, pour dire que le vieillissement ici, on parle de 65 ans et plus jusqu'à présent, mais vous allez voir que dans notre échantillon, il y a vraiment pas que des 65 ans et plus. Alors, là, pour redresser un petit peu le portrait aussi de d'où vient le projet à l'origine, c'était surtout qu'il y avait à la base, et là je remonte carrément à 2019 ou peut-être même 2018, ça vous allez voir par la suite. Il y avait un certain nombre de préoccupations qui venaient de la direction SAPA, mais qui interpellaient la direction santé mentale dépendance sur les enjeux de consommation des résidents dans les ressources d'hébergement. Puis en même temps, la direction, dépendance m'a dit: «Bah, tu sais, les personnes qui ont des enjeux de perte d'autonomie, on ne sait pas forcément trop comment les aborder non plus». Donc ça faisait un peu un aller-retour entre les 2 directions, puis on n'arrivait pas forcément à trouver une bonne avenue, des bonnes pistes pour, prendre en charge adéquatement cette population. Ce qui fait que nous, après, comme on a des partenariats, plus privilégiés avec la direction santé mentale dépendance, on a été sollicité au niveau de l'institut pour justement avoir une action de recherche sur le terrain en soutien des 2 directions. Et c'est sûr qu'après nous, en termes de vision plus large de la recherche, on a essayé d'aller voir un peu plus loin que ça. Pour voir ce qui se passe au Québec, oui, ce qui se passe à Montréal, au Québec, puis potentiellement aussi ailleurs, pour voir un petit peu, bah, est-ce que c'est une thématique seulement québécoise? Est-ce qu'il y a d'autres enjeux au niveau international? Et puis là, pour vous donner un peu il y a pas trop de surprises, mais effectivement, c'est un enjeu qu'on retrouve de plus en plus partout et ça pose des enjeux clairement à différents endroits. Puis là, je vais peut-être, ça va me permettre un petit peu de donner la parole à mes co-panélistes. C'est quelque chose qu'on a déjà discuté plusieurs fois entre nous. C'est pour représenter aussi un petit peu le cumul de ces enjeux consommation-vieillissement. Puis nous, les points qui créent le plus de tension dans les services, ça va vraiment être la pointe inversée du triangle à gauche là. Typiquement, les personnes âgées qui ont une consommation à risque et d'autres profils de vulnérabilité, que ce soit de la santé, des enjeux de santé chronique, des problématiques sociales, quelqu'un qui a eu par exemple un vécu parfois très récent en fait de l'itinérance, de la précarité sociale. Bah, c'est une minorité de la clientèle, mais par contre, ça prend énormément de poids dans l'accompagnement dans les milieux carrément. Donc là, peut-être que j'inviterai, mes co-panélistes à peut-être qu'on réfléchisse un petit peu, qu'on recontextualise un petit peu l'origine du projet vis-à-vis de ça. Peut-être en quelques minutes, je ne sais pas qui voudrait prendre un petit peu la parole à ce niveau-là? Peut-être je commencerai peut-être par Chantal parce que je sais que c'est quelque chose qu'on avait vu ensemble déjà tous les 2, mais voilà.
Oui. Ben merci Vincent. Effectivement, c'est un enjeu. Donc moi, je suis, chef de programme en ressources intermédiaires, SAPA, donc particulièrement pour la Maison d'Émilie sur le territoire, de Jeanne-Mance. Et c'est effectivement ce que tu disais Vincent, notre gros enjeu, c'était le peu de pourcentage de personnes âgées, qui consomment, qui ont de grands enjeux de consommation, mais qui sont énormément qui ont beaucoup de facteurs de vulnérabilité, mais pour lequel ça demande une intensité de service de la part de nos promoteurs. Il faut comprendre que le milieu des ressources intermédiaires, je fais souvent un parallèle, c'est comme nos familles d'accueil en jeunesse. C'est un milieu souvent qui n'est pas bien connu par beaucoup d'intervenants dans le réseau, mais je fais le parallèle avec les familles d'accueil en jeunesse. Donc, la seule différence, c'est qu'au lieu d'avoir un ou deux enfants, on a dans notre ressource intermédiaire 62 usagers âgés pour lesquels notre promoteur privé prend en charge en co-collaboration avec nous les usagers. Donc, c'est un défi de jumelage-pairage très important. Mon collègue Othman aussi va en parler en hébergement. Donc, le jumelage-pairage est extrêmement difficile parce que ce sont des gens qui sont jumelés avec souvent de la clientèle âgée en perte d'autonomie par des troubles neurocognitifs. Nos gens avec des problèmes de consommation ont aussi des troubles neurocognitifs, mais la nature de leurs troubles neurocognitifs est souvent liée à leur consommation. Puis quand on réussit à contrôler la consommation, on voit une amélioration chez nos usagers dans leur profil d'autonomie fonctionnelle. T'sais. Donc, on leur redonne une certaine qualité de vie. Puis notre défi, ben, c'est que ce ne sont pas des milieux fermés. Hein. Donc, ce sont des gens qui souvent arrivent des fois de l'hôpital, de la rue, ont des parcours de vie un peu plus marginaux. Des fois, à l'hôpital, ils vont avoir arrêté de consommer, mais quand ils arrivent dans nos milieux de vie, ben, assez rapidement, ils réalisent que dans le fond, ils sont comme dans un vrai milieu de vie, comme chez eux, et ils reprennent leurs habitudes de consommation qui avaient cessé des fois pendant plusieurs semaines, pendant, mettons, leur hospitalisation, parce que ben, à l'hôpital, ils ne sont pas chez eux, mais dans leurs ressources intermédiaires, ils sont à la maison. Donc, l'intensité de services demandés par les employés. Puis le grand défi qu'on avait, ben, c'est les compétences que nos professionnels, puis que les intervenants de la ressource ne sont pas nécessairement notre core business de type de clientèle qu'on suit. C'est des gens, personnes âgées liées à la perte d'autonomie, des troubles neurocognitifs avec des troubles comportementaux liés à la démence, mais les enjeux, les difficultés pour la clientèle qui ont des troubles de consommation, bien, on est moins habile, on a moins les compétences. Ça fait moins partie de notre champ d'expertise. Donc, on avait souvent tendance à dire bien, que ces usagers-là, ça ne fitait pas dans le milieu de vie, puis à demander une relocalisation. Mais le défi, c'est que des milieux pour ces gens-là, ben, il en existe pas nécessairement. Donc, ça nous a forcés à travailler autrement. Donc, voilà mon témoignage en RI. Merci Chantal. Frédéric, je pense que tu voulais dire des choses aussi? Oui, bien, très rapidement, je pense que tu l'as bien nommé, c'est cette espèce de tension-là entre milieu de vie puis milieu de soins. Puis, comment, ben, Chantal l'a bien dit, les usagers ne vont pas nécessairement se reconnaître dans la population là, qui est desservie habituellement dans ces ressources-là, peut-être à cause de leur parcours de vie, mais aussi leur âge un peu plus jeune. Puis aussi, ben, la complexité, je pense que Chantal l'a bien nommé, c'est quelqu'un qui a des problèmes de consommation, même si ça lui amène des impacts sur son fonctionnement, mais qui n'a pas une complexité. Là. Vous parliez de troubles neurocognitifs, souvent des troubles de comportement aussi qui sont apportés par la consommation. Fait que quand on ne voit pas ces choses-là habituellement, ben, le personnel des ressources gère assez bien avec toutes sortes d'interventions, mais quand le cumul, dans le fond, de complexité là, devient un petit peu plus important, c'est là où ça prend des expertises différentes là, pour pouvoir adapter, dans le fond, les interventions de tous et chacun, là, parce que c'est, il y a le personnel soignant, il y a les préposés aux bénéficiaires, il y a même tout le reste du personnel qui sont en interaction avec les usagers qui peuvent jouer un rôle au niveau de faciliter, dans le fond, la gestion des comportements. Puis, comment préserver le maximum d'autonomie aussi de ces personnes-là, de ne pas trop être restrictif, puis dans la contrainte aussi, compte tenu qu'ils sont chez eux, comme le disait bien Chantal, c'est un milieu de vie. C'est des défis importants, puis je pense que la recherche l'a bien relevé. Là. Fait que je vais m'arrêter là pour tout de suite, pour être sûr de laisser la parole à tout le monde.
Oui, merci Frédéric. Je ne sais pas si Hotman, tu voulais rajouter aussi quelque chose pour faire le tour. Oui, effectivement, mes deux collègues ont bien résumé l'état de situation. Je voudrais rajouter une particularité que nous vivons au centre d'hébergement Manoir de l'Arche d'Or, qui est connu pour son 7e étage, l'étage itinérance. En fait, nous recevons une clientèle qui a vécu à l'extérieur, qui vient de la rue, passe à l'hôpital et puis elle est en état de vulnérabilité. On nous l'envoie au Manoir de l'Âge d'Or et nous avons une composante parfois neurocognitive, santé mentale, beaucoup de précarité, des habitudes de la rue. Alors, on n'a pas nécessairement des équipes qui sont formées ou un guide général ou une recette pour gérer ce type de clientèle. Donc, ils arrivent dans leur milieu de vie. Ils sont libres de rentrer et sortir. Donc, la consommation, ils vont encore reconsommer à l'extérieur. Mais ce qu'il faut dire, qu'il y a un enjeu que je voudrais rajouter, c'est un enjeu éthique ou à quel point on peut intervenir dans leur vie. Voilà, donc nos équipes multidisciplinaires réapprennent à chaque fois, selon le nouveau cas, comment interagir. Et c'est ce qu'on dit aux autres CIUS qui nous demandent notre façon de faire, nos plans d'intervention dans la réduction des méfaits, dans l'encadrement de la consommation. On leur dit, il n'y a pas de recette miracle ou magique, il n'y a pas de guide fait, et les équipes se forment sur le tas. On a des partenaires, c'est vrai, au niveau des autres directions qui nous soutiennent avec certaines formations, parfois avec des conseillères. Mais c'est le vécu avec chacun à chaque jour et il y a un profil d'adaptation. Voilà, donc c'est une clientèle qui est assez spécifique pour faire des études plus approfondies. On apprécie vraiment le projet BESPA parce qu'il vient se lever des questionnements dans ce sens. Merci Hotman. Mais je pense que tous les trois, en fait, vous mettez bien la table sur ces réalités, sur ces enjeux-là, typiquement. Puis vous allez voir la suite aussi, là je parle peut-être à toute la salle, de dire à quel point justement les choses qui sont montées font écho un petit peu à ce qu'on a commencé à vous présenter à ce stade-là. Là, je vais continuer tranquillement, comme ça on aura du temps pour échanger sur le contenu même du projet en termes de retombées potentielles. À partir de ce constat initial, juste pour vous rappeler rapidement les objectifs du projet, donc c'était vraiment l'idée de mieux comprendre ces trajectoires de résidents, autant résidentiel, consommation, la perte d'autonomie, toutes ces choses-là. Il y a aussi l'idée de documenter les perspectives des intervenants gestionnaires sur c'est quoi les enjeux de l'intervention auprès des personnes qui reçoivent dans ces milieux d'hébergement et en dépendance, parce qu'on essaie d'avoir vraiment la complémentarité des visions. Puis d'identifier plus spécifiquement les pratiques existantes, oui, mais aussi ce qui resterait à développer. C'est là où on s'inspire potentiellement de ce qui peut exister ailleurs. Puis enfin, dans l'idée de pousser, de donner, comme Hotman disait, il n'y a pas nécessairement de recette magique pour que tout fonctionne, mais au moins de donner des outils, des directions pour faciliter un peu cet accompagnement-là. Bon, pour le projet, juste en termes de date et de durée, donc ça a commencé officiellement en novembre 2020. Vous doutez aussi que pendant la pandémie, ce n'était pas forcément le plus évident de mener un projet de recherche dans ces contextes-là. Théoriquement, il a fini début avril 2023, mais on a encore des choses à discuter, des choses à faire sortir, etc. etc. Donc, alors, plus concrètement, pour passer rapidement sur ce qu'on a fait, on a fait un certain nombre d'entrevues de recherche avec des résidents CHSCD de ressources intermédiaires, puis également avec des intervenants, des professionnels, puis des gestionnaires des services d'hébergement de soins longue durée, puis aussi de services en dépendance. Et ce, dans 3 différentes régions du Québec qui sont plutôt concentrées milieu urbain, semi-urbain, on va dire. On peut discuter du fait de potentiellement aller voir ailleurs, dans d'autres milieux peut-être un peu plus ruraux, puis etc. On a aussi fait tout un bout de recensement de la littérature scientifique. Donc, vous voyez, 65 documents, ça n'a pas l'air énorme, mais on est quand même parti quasiment, je pense, de 10 000, 11 000 documents au total, que ce soit documents scientifiques et puis de la littérature grise. Donc, ça va être des rapports de recherche, des documents organisationnels, d'ordre professionnel, des choses comme ça. Mais en fin de compte, il y a très peu de choses qui parlent spécifiquement de ces 3 enjeux, de ces 2 enjeux croisés, et puis comment on fait d'un point de vue de l'intervention. Les 65 documents, on a quand même dû les chercher pour avoir du contenu qui fasse vraiment du sens, mais il y a quelque chose, des petites pépites là-dedans quand même qui sont intéressantes à faire sortir. Alors,
Moi, ce que je veux vraiment vous présenter à ce moment-là, c'est un peu ce qui ressortait à la fois des entrevues avec les intervenants, puis les gestionnaires, puis les usagers, et de la littérature. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir des suggestions pour améliorer les pratiques et potentiellement l'organisation des services plus général. Donc, je passe peut-être rapidement sur le préambule, mais l'idée est que vous allez voir peut-être en fonction des milieux que vous connaissez autour de vous, il y a peut-être certaines choses qu'on évoque là qui sont déjà plus ou moins en place dans ces contextes-là. Il faut aussi considérer que là, comme on a l'exemple qu'entre une ressource intermédiaire puis un CHSLD, ce n'est pas nécessairement les mêmes milieux, les mêmes organisations. Donc on a une certaine, il y a des conditions de mise en œuvre qui sont différentes en fonction des contextes d'hébergement et de soins de longue durée. Et les questions préalables à se poser, c'est de dire, typiquement, ma clientèle, elle consomme quoi? Et qu'est-ce que je mets en place? Est-ce que ça fonctionne pas? Il y a tout un ensemble de raisonnements à avoir au début de cette partie-là. Alors, les 3 pôles, en fait, qu'on a fait, ressortir, c'est d'un côté, tout ce qui va toucher à la formation, ce qui va toucher à la collaboration intra, extra service, et puis toute l'intervention plus spécifiquement tournée vers la consommation, on va dire. Alors pour commencer, en ce qui concerne la formation, ce qui ressortait principalement, c'est qu'il y a un réel besoin en fait de formation théorique, mais surtout pratique en fait, de dire: OK, c'est bien d'avoir des connaissances supplémentaires sur la consommation, sur ses effets, mais il y a aussi tout ce qui tourne autour du comment j'approche une personne qui consomme, qui est en perte d'autonomie et cetera. Donc, la notion de savoir-être, savoir-faire est importante aussi, puis c'est quelque chose qui fait beaucoup plus de sens aussi de proposer quelque chose à la base d'études de cas concrètes, un savoir clinique un peu plus centré sur ces thématiques-là. Et pour qui, en fait, là, on distinguait plusieurs niveaux. C'est que on pense que ça peut être intéressant d'avoir une formation de base pour tout le personnel. Et puis, quand on parle de tout le personnel, ça va être les professionnels, si on prend les infirmières, les travailleurs sociaux, mais ça prend aussi, par exemple, les préposés aux bénéficiaires, ça peut être les agents d'entretien, les agents administratifs, enfin, vraiment toutes les personnes qui gravitent autour des résidents qui consomment potentiellement dans ces établissements. Et puis, ce qu'on peut aussi croiser, c'est l'idée que on peut avoir une formation un peu plus de pointe pour certains intervenants qui auraient un rôle un peu plus d'expert sur ces sujets-là dans les milieux. Après, en collaboration nécessairement avec d'autres ressources, d'autres expertises. Mais là, j'anticipe déjà sur le sujet collaboration. Pour vous donner quelques exemples de thématiques, donc rapidement, ce qui ressortait parmi les besoins essentiels, c'était l'idée de savoir reconnaître en fait une substance, laquelle substance a été consommée, puis quel effet ça a chez la personne. Puis distinguer les effets d'intoxication versus quelqu'un qui est en situation de sevrage potentiellement. Puis distinguer les différentes formes de consommation. Est-ce qu'une c'est une consommation qui a peu de risques, ce qui est une consommation qui est déjà problématique? Est-ce qu'il y a vraiment une dépendance qui peut être associée à ça, par exemple? Puis l'idée aussi de, potentiellement de mieux se familiariser avec les spécificités des profils complexes, donc comme on a évoqué, donc tout ce qui croise potentiellement, consommation, vécu de la précarité, puis les troubles cognitifs, neurocognitifs là-dedans. Potentiellement aussi des enjeux de santé mentale qui peuvent, exister en parallèle. Et tout un ensemble de notions à acquérir qui concernent, la gestion des comportements, la réduction des méfaits, l'organisation des services en dépendance, parce que parfois on ne sait pas trop à qui s'adresser, vers qui s'adresser et des choses comme ça. Mais il y a aussi tout l'enjeu en fait de la responsabilité ou de la régulation légale en fait par rapport à la consommation. Et surtout dans un contexte, comme Othman le disait, que on est dans un milieu d'hébergement, un milieu de vie. Et où sont les limites en fait entre qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire avec la personne, avec sa consommation, etc., etc. Donc voilà, côté consommation, c'est ça. Je ne sais pas si Chantal, Othman, Frédéric, vous voulez tout de suite rebondir sur ces points-là ou si on peut continuer par la suite, parce que je me dis, à la base, j'avais prévu de faire des arrêts à chaque bout de section, mais je me dis peut-être pour se garder plus du temps tous collectivement, je peux tout enchaîner d'un coup, puis on reviendra par la suite, parce qu'au final, ça peut aller assez vite si j'enchaîne. Donc je ne sais pas si vous avez une préférence, sinon je peux continuer. Ça va être ça. Va Vincent, va. OK, parfait. Alors maintenant, collaboration. Je vais essayer de le faire par vraiment bloc. Donc déjà, le premier bloc, ça va être tout ce qui concerne la collaboration avec la personne. Puis on a rajouté par la suite, suite à certaines discussions, l'entourage, donc les personnes qui gravitent autour de lui. Et puis entourage, ça peut être assez large. Ça peut être la famille, ça peut être le partenaire quand il y en a un qui est dans le paysage. Et parfois, on a eu des situations comme ça. C'était très important de voir le lien, l'alliance qu'il y a avec le partenaire aussi. Puis donc, il y a l'idée de sensibiliser ces personnes-là aux enjeux de la consommation. Parfois, ça peut être quelque chose, un premier pas à voir à ce moment-là. Il y a l'idée aussi de les impliquer dans l'établissement du plan d'intervention qui cible la consommation, mais tout en considérant en fait les objectifs de la personne qui consomme.
Donc ça peut être à la fois la question de l'abstinence, la réduction de la consommation, ou pire, dans certains cas, c'est simplement quelqu'un qui n'a pas nécessairement envie de changer sa consommation. Donc là, comment on gravite, comment on articule quelque chose autour de ça. Donc ensuite, il y a l'idée d'informer aussi, et ça c'est quelque chose qui ressortait souvent, l'idée d'informer quant au rôle du personnel des établissements concernant la gestion de la consommation. Eux, quelle place ils vont avoir autour de toi quand tu cherches à consommer. Et parfois, les limites ne sont pas forcément très bien comprises, et parfois, il faut les réétablir et les reposer sur la table. Alors, collaboration dans les établissements, donc là, c'est plus à l'intérieur des équipes. Donc, ce que je trouvais aussi important à nommer ici, c'était vraiment l'idée de développer et de promouvoir une vision commune de l'accompagnement des personnes qui consomment. Parce que c'est sûr que s'il y a des personnes qui peuvent avoir un certain nombre une perception, une représentation négative de la consommation, puis si quelqu'un est dans une posture négative vis-à-vis de la consommation, puis que quelqu'un d'autre est beaucoup plus ouvert, ça va être compliqué justement d'accompagner de façon cohérente la personne si elle entend deux sons de cloche différents, en fait, quoi. Donc il y a vraiment une espèce un espèce d'esprit commun vis-à-vis de cet accompagnement qui reste à développer. Et puis quelque chose qui revenait aussi souvent, considérant toute la pression que ces situations peuvent représenter pour les personnes intervenantes, c'est d'avoir des espaces, des temps je sais à la base, on pourrait quasiment apparenter ça de la supervision, mais pour moi, c'est même carrément d'avoir un espace où on peut discuter, décharger un petit peu de la pression, du poids, tout le côté un peu émotionnel que ça peut arriver autour de l'accompagnement des cas complexes de ce cas de figure-là. Ensuite, là, c'est vraiment on arrive un peu sur le gros enjeu qu'il peut y avoir, c'est comment aussi développer et maintenir des collaborations, vraiment qui font du sens entre différents services, différentes spécialités pour justement acquérir et pouvoir s'appuyer sur différentes expertises complémentaires. Donc c'est sûr que la gériatrie est dans le tableau, mais ce qui arrive souvent sur ces thématiques-là, c'est un besoin aussi de développer des collaborations en lien avec la dépendance, mais aussi avec tout un autre ensemble d'expertise. Donc santé mentale, ça revenait aussi, la gérontopsychiatrie aussi. Après, tout ce qui touche au SCPD, donc symptômes comportementaux et psychologiques de la démence, c'est aussi quelque chose qui est vraiment présent dans le tableau. Puis ce qui arrive aussi souvent, c'est collaborer davantage, ce qu'on voudrait davantage, c'est collaborer plus avec les ressources communautaires, pour tout ce qui est les activités récréatives, l'aspect loisir, potentiellement, ça revenait aussi souvent. Puis les premiers répondants, parce que considérant les réalités de cette clientèle-là, donc le fait que des personnes qui sortent, qui parfois elles se perdent à l'extérieur, où il leur arrive des choses à l'extérieur, il y a beaucoup d'interactions avec la police, avec les urgences, potentiellement les ambulanciers, des choses comme ça. Donc c'est important d'avoir une certaine des passerelles privilégiées avec ces milieux-là. Mais là, je reviens plus davantage sur les liens avec les ressources en dépendance, parce que là, c'est vraiment un peu le nerf de la guerre. C'est que oui, il y a parfois des partenariats, il y a des communications avec les ressources en dépendance, mais ça prendrait peut-être une coche en plus, se dire comment on formalise davantage ces choses-là, comment on les solidifie. C'est-à-dire, on n'est pas juste à collaborer avec une personne ressource, on veut vraiment avoir une collaboration avec la direction dans son ensemble, parce que c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus solide, qui est moins sensible au fait que le personnel change, tourne, la pénurie de main-d'œuvre, puis que quelqu'un quitte son poste, au final, vous perdez votre ressource, vous perdez votre informateur clé en dépendance. Donc là, ça prendrait vraiment d'aller au-delà, de se dire, on solidifie vraiment ces passerelles-là. Donc il y a toute l'idée de faciliter la communication, le référencement, l'accès vers d'autres sources en dépendance. Puis c'est sûr, on parle réseau public, mais il peut y avoir d'autres sources pertinentes. Les alcooliques anonymes, ça revenait souvent dans les entrevues qu'on a pu avoir. Mais sinon, il y a aussi l'idée de faire davantage rentrer des personnes spécialistes en dépendance dans les milieux, parce que justement, ça peut accompagner et soulager en partie les équipes d'intervention sur place. C'est vraiment construire un petit peu cette culture commune. Qui est aussi quelque chose d'intéressant pour créer cette culture, c'est l'idée des comités de pratique et de partage un petit peu d'expérience, et puis de comment on accompagne les personnes qui ont ces enjeux complexes-là. Donc, pour collaboration, c'était un peu ça qu'il y avait à évoquer. Puis maintenant, je vais passer à l'aspect intervention. Donc, pour commencer, le premier versant, la première chose qu'on peut partager, c'est certains enjeux qu'on peut avoir pour bonifier le processus d'accueil et d'intégration. Ce qu'on note ici, c'est qu'il y a un certain besoin de présenter clairement les règlements régissant les différents aspects de la consommation dans les milieux d'hébergement. Mais là, pour avoir ça, il faut avoir des règlements qui sont clairs vis-à-vis de la consommation. Et parfois, c'est plus ou moins clair, comme on pouvait l'évoquer, c'est qu'on ne sait pas encore trop naviguer
dans ces situations-là. Donc, avoir des règlements clairs, puis les transmettre, puis les rappeler en fonction du besoin. Puis, quelque chose que moi, j'aimais beaucoup en termes de trajectoire clinique, c'est l'idée de prévoir une période de transition. Donc, la personne arrive dans le milieu d'hébergement. Ça peut être parfois une période, un moment très difficile à vivre. Mais là, on avait par exemple des exemples, ça c'est dans d'autres milieux à l'international, où ils prévoyaient un accompagnement par quelqu'un d'un peu plus expérimenté, un résident, quasiment comme un père aidant si vous voulez, mais qui soutient un petit peu le nouvel arrivant, puis quelqu'un qui a peut-être aussi une expérience commune, c'est-à-dire qui est passé par là, peut-être qui a eu une expérience de la consommation, de la précarité aussi potentiellement, donc quelqu'un qui est un peu plus avancé dans sa trajectoire, qui peut un peu prendre la nouvelle personne sous ses ailes. Après, bon, c'est sûr qu'il peut y avoir tout l'enjeu de est-ce que la personne veut cet accompagnement-là, etc. Mais avoir cette option-là, c'est quelque chose qui est quand même facilitant de ce qu'on a pu voir. Concernant l'évaluation, planification de l'intervention, donc c'est sûr qu'évaluer la consommation, c'est quelque chose qui peut se faire en amont de l'hébergement, mais c'est quelque chose qui devrait se refaire régulièrement pendant l'hébergement de la personne. Ça prend nécessairement des outils qui sont validés pour les populations plus âgées. Il n'y en a pas énormément. Là, je vous donnais typiquement la CIS que nous, on peut utiliser en recherche, mais côté intervention, c'est aussi quelque chose de bien pertinent. Il y a aussi toute l'idée de développer un plan d'accompagnement de la personne et de sa consommation qui soit adapté aux besoins, aux capacités, puis aux objectifs de la personne, comme on a mentionné un peu plus tôt. Et l'enjeu, c'est que c'est sûr qu'il va se passer beaucoup de choses pendant la durée de présence de la personne dans le milieu d'hébergement. Donc, il y a tout l'enjeu. Puis c'est ça, comme Othman le disait, il n'y a pas de recette automatique. Puis ça ne sera pas cette recette-là du début à la fin. Il y aura tout un enjeu d'ajustement. Puis ça prend de voir comment on peut l'ajuster pour que ça fasse toujours du sens, peu importe la situation qui arrive. Ensuite, ça fait un peu écho à ce que je disais au niveau des règlements, mais il y a tout un enjeu de disposer de procédures exhaustives qui couvrent toutes les différentes situations qui concernent la consommation et qui soient claires à communiquer à la personne. Donc là, je vous mentionnais en fait un certain nombre d'exemples qu'on a pu ressortir du projet de recherche. Parce qu'en fait, on se rend compte qu'il y avait un certain nombre de procédures qui étaient plus ou moins formalisées. Puis parfois, la pandémie a un peu forcé c'est ce que je trouve un petit peu intéressant dans la pandémie de ce côté-là, on va dire. C'est-à-dire que, considérant les restrictions qu'il y a eu, il y a eu besoin d'avoir un peu plus de souplesse, d'ajustement sur l'accompagnement à la consommation pour des personnes qui étaient plus en mesure de sortir, qui étaient confinées. Donc c'est là où on a eu toute une réflexion nouvelle vis-à-vis de comment on peut gérer l'approvisionnement, le stockage, la distribution, puis l'accompagnement de la consommation de ces effets, mais ça existait déjà avant. Mais déjà, la prise en charge de l'approvisionnement, stockage, distribution, c'est un gros quelque chose, en fait. On va se prendre en charge une commande d'alcool, de tabac, de cannabis, potentiellement. C'est sûr qu'on touche davantage aux substances légales, mais qu'on va les faire venir, puis que c'est le milieu d'hébergement qui va un peu dispatcher ces choses-là, qui va s'occuper de ces différentes modalités-là. Là, on arrive à quelque chose qui est intéressant parce que, moi, de mon regard, on est, surtout pour le cannabis, on touche un petit peu du doigt aussi des questions d'approvisionnement plus sécuritaires potentiellement, parce que ça évite aussi à la personne de se mettre à risque à l'extérieur, d'aller acheter des choses, on ne sait pas nécessairement ce qu'il y a dedans. Puis ça, c'est des choses qui ont pas mal été évoquées à la fois par les usagers, les résidents, puis les intervenants, de se dire ça sécurise tout le monde un petit peu aussi cette idée-là. Puis bon, ok, il y a un ensemble de choses aussi, de dire quelles sont les stratégies qu'on déploie dans le cas, quand il y a des questions de cas complexes, donc des personnes qui peuvent être potentiellement agressives quand elles consomment, qui vont se blesser, qui vont chuter, tous ces différents éléments. Puis quelque chose qui revenait aussi souvent des équipes, de ce que les équipes ont pu nous dire, c'est parfois on se retrouve à voir des substances. Et typiquement, je rentre dans la chambre d'un résident, puis je vois de la poudre. Puis je ne sais pas ce que c'est, qu'est-ce que je fais avec ça? Et là, ça fait partie aussi des procédures à avoir, puis on se rend compte que c'est des situations qui peuvent arriver, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'appelle la police? Est-ce que je mets ça dans la toilette? Qui j'appelle? Qu'est-ce que je fais? C'est un exemple très concret de ce genre de questionnement-là. Bon, ensuite, pour les deux derniers éléments que je vais évoquer, donc il y en a encore une après, là, mais pour ce que je trouve aussi important à replacer sur la table, c'est l'idée d'avoir une meilleure connaissance des personnes hébergées. Ça a l'air assez anodin comme ça, mais le fait de s'intéresser un petit peu au parcours de la personne, à son histoire de vie, ça permet aussi de comprendre un petit peu c'est quoi les facteurs qui font que tu consommes, que tu ne veux pas nécessairement arrêter, qu'il y a des enjeux avec ta consommation, ou au contraire, quelque chose qui peut être facilitant pour modifier cette consommation-là, le cas échéant. Le truc étant que ça prend le fait de s'offrir le temps. Puis c'est des ressources qui ont parfois de la difficulté à avoir du temps, de prendre le temps. C'est-à-dire, je tourne un peu sur cette idée-là, mais
on arrive à un peu des situations complexes, mais je trouve que c'est vraiment quelque chose d'essentiel dans l'accompagnement de la personne individuelle. C'est-à-dire d'avoir le temps de discuter avec elle et pas que dans l'optique du soin, dire je te donne un soin. Là, c'est l'idée de j'essaie de créer quelque chose, d'un lien, une alliance potentiellement avec toi pour mieux comprendre aussi d'où tu viens et puis qui tu es. Et ça peut beaucoup simplifier aussi l'interaction avec elle par la suite. Et bon, il y a quelque chose qui revenait souvent, puis à la fois pour la consommation, parce que l'idée qu'il y a beaucoup de personnes qui s'ennuient, comme on a dit, ça peut être des personnes qui sont plus jeunes, qui se reconnaissent pas aussi avec la clientèle plus âgée. Ce qui fait que la question d'intégration, d'identification à ce milieu-là et à la perte d'autonomie, ça peut être délicat. Donc il y a des personnes qui vont un peu en retrait, dans ces milieux-là, qui s'ennuient objectivement. Puis le problème étant que l'ennui peut favoriser la consommation, peut créer justement des cravings, des choses comme ça. Donc, à la fois pour faciliter l'intégration de la personne, puis réduire potentiellement les envies de consommer, il y a l'idée d'ajuster l'offre d'activités récréatives dans ces contextes-là. On a aussi les idées de proposer davantage d'opportunités de bénévolat. Puis ça, c'est même des résidents qui évoquaient ça, qui veulent s'impliquer dans certaines activités, ça leur donne des choses à faire, puis ça fait du sens, mais il faut juste que ça corresponde à leurs capacités physiques, cognitives, tout ce que vous voulez, et leurs intérêts individuels simplement. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui peut être assez simple à mettre en place, à diversifier en tout cas. Donc voici un petit peu pour les différents points que j'avais à vous nommer. Je vais juste finaliser un petit peu sur les prochaines étapes. Donc là, comme je vous disais, on a encore un certain nombre de démarches de validation de ce contenu-là, avant de pouvoir le diffuser publiquement. Ça sera quand ça sera à terme, quand ça sera finalisé, ça sera disponible sur le site de l'Institut ici. Puis moi, mon idée aussi, c'est de le traduire aussi en anglais, parce que à la base, je l'ai fait tout en français, mais je vais aussi donner cette version en anglais. Puis, bon, d'autres éléments à savoir, donc, bon, ça, on pourra le discuter collectivement par la suite, mais ce contenu-là, en fait, il, il sert un petit peu d'inspiration, où le contenu de la recherche permet aussi de mener progressivement au développement d'un guide de pratique. C'est pas moi qui m'en charge, c'est des collègues à moi, puis Frédéric qui est impliqué dans cette démarche-là, puis la direction SAPA également. Donc, un guide de pratique pour accompagner les personnes qui consomment dans les milieux d'hébergement. Ce qu'il y a aussi, mais ça dépendra du guide de pratique, il y aura par la suite une formation portée provinciale qui sera mise en place. Donc, c'est vraiment le niveau formation de base que j'évoquais tantôt. Puis, bon, moi, j'ai d'autres affaires aussi sur cette thématique-là. Donc, le projet Instapa s'intéresse plus à l'hébergement des personnes en perte d'autonomie, mais du côté communautaire. Donc, vraiment des personnes qui ont plus une expérience récente de la précarité, de l'instabilité résidentielle, de l'itinérance. Et puis, ce que je cherche à mener incessamment sous peu, ça va être de regarder un petit peu ce qui se passe du côté soutien domicile. Si on regarde un petit peu tout le continuum SAPA, c'est sûr que moi, j'étais beaucoup plus côté hébergement, mais il se passe des choses avant que les personnes arrivent en hébergement. Et souvent, ça implique des choses du côté du soutien domicile également. Et puis, c'est quand même une plus grosse population qui est rejointe avec peut-être encore plus de situations complexes à accompagner. Bon, pour parler ça simplement, donc ça c'est quelque chose, c'est un petit quelque chose que j'avais dessiné au fur et à mesure du projet, c'est que là, on est encore un petit peu dans le modèle un petit peu boîte. C'est vraiment comme on appelle de façon basique, c'est une organisation très en silo, très en boîte des différents services. Où là, vous avez vraiment vos résidents au centre de tout ça, puis vous avez des ressources vers lesquelles on essaie de les envoyer systématiquement. Bah, toi, tu as des enjeux de perte d'autonomie, ça va être côté SAPA, mais en même temps, tu as des enjeux de consommation dans les ressources dépendance ou d'autres ressources autour de ça. Mais parfois, on a du mal à faire graviter tout ça ensemble. Et puis, parfois, la communication fonctionne moins bien, puis les passerelles n'existent pas nécessairement entre les différentes ressources. Alors que concrètement, puis ça, le projet nous l'a aussi bien appris, a bien réincité là-dessus, c'est vraiment un changement de focus qu'on voudra avoir. C'est que la personne est au milieu de tout ça, puis tout le monde gravite autour d'elle, puis se communique et parle, en fait. On parle entre nous, on parle entre différentes ressources cliniques. Et c'est pour ça que je parlais vraiment de changement de paradigme entre un modèle boîte et un modèle un peu galactique là, mais c'est un peu mon truc à moi pour m'en rappeler. Donc voilà, c'était un peu tout ça que je pouvais vous dire. Puis là, maintenant, peut-être que j'inviterai mes copanéistes à on peut revenir un petit peu sur les différents éléments. Puis on peut prendre aussi des questions au fur et à mesure. Si prenez le temps s'il y a des choses qui vous inspirent, mais vous pouvez nous écrire ça soit à l'écrit, soit vous pouvez, je pense, demander à avoir la parole si vous le souhaitez. Mais déjà, je vois avec Chantal, Frédéric et Othman s'il y a des réactions à chaud que vous voulez évoquer. Frédéric?
Oui, ben, peut-être juste faire du pouce sur la question de Othman a tellement bien nommé la recette magique. On voudrait avoir un guide qui permet à toutes les équipes de pouvoir bien faire les choses, tu sais, dans l'intérêt de la personne, mais aussi en harmonie avec le reste des résidents puis le reste des intervenants parce que ça fait réagir beaucoup de personnes, là. Puis comment c'est difficile, puis tu sais, bravo à votre équipe de recherche d'avoir réussi à quand même mettre en forme certaines choses qui ressortent parce qu'il y a beaucoup de monde qui développe des stratégies, mais comment c'est nécessaire de l'adapter à chaque fois, à chaque personne, parce que tu sais, on le dit souvent, là, l'unicité de la personne, chaque personne est différente, mais c'est tellement important. Il n'y a pas une façon de faire qui est commune pour tout le monde. Il faut vraiment adapter à la personne. Tu disais ses capacités, sa vision du monde, ses intérêts, tout ça, mais aussi aux équipes, parce que les équipes sont composées aussi de personnes qui ont des visions différentes, qui ont des expériences de vie, des expériences professionnelles. Il y a des chocs de valeurs parfois dans ces situations-là. Puis, juste de s'entendre, d'avoir une vision commune en équipe sur qu'est-ce qu'on veut faire avec ça, c'est quoi l'objectif de nos interventions au-delà de permettre à la personne de vivre plus, avoir une meilleure qualité de vie, de mieux intégrer le milieu de vie, c'est comment est-ce qu'on tient compte de l'ensemble là, des facteurs. Puis, quand on a à soutenir des équipes, ben, c'est ça, c'est euh, comment on adapte en fonction de chacune des équipes. Vraiment, là, il y a des différences. Puis dans les équipes, tu sais, tout le monde ne voit pas les. Il y a vraiment un travail à faire avec les équipes, pas juste avec les usagers. C'est un peu ça que je veux dire. Fait que le savoir-faire, savoir est-ce qu'on est en train de faire la bonne chose ou on est en train d'errer avec la personne là, dans nos interventions, c'est de pouvoir se valider, mais aussi. C'est ça, le fait d'aller chercher des expertises spécifiques, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement une question de dépendance souvent qui fait qu'il y a des difficultés dans le milieu de vie. C'est souvent une combinaison de différents aspects qu'il faut probablement aller chercher là, une lecture pertinente, pas toujours pour s'impliquer, comme tu disais, j'aimais bien ton petit graphique, là, c'est-à-dire de ne pas toujours référer les gens vers des services, mais que l'expertise vienne dans le milieu pour pouvoir soutenir les équipes et donner plus de sens avec les interventions là, dans des situations complexes. Puis je le répète, c'est souvent dans la complexité là, qu'il y a des enjeux. Sinon, le personnel en hébergement gère très bien ça. Euh, puis je fais une petite note aussi, c'est bien qu'il y ait des politiques claires, des règlements, puis c'est sûr que ça l'aiderait à mieux intégrer les gens, puis éventuellement, là, ça faciliterait l'adaptation des personnes, là, si c'était un petit peu plus clair le positionnement des établissements. Tu vois, Frédéric, je pense que tu pointes aussi quelque chose que ça me venait en tête là, en même temps quand je t'entendais. Mais c'était vraiment l'idée aussi que chaque milieu a son expertise et ça, on ne le remet pas en question. Puis c'est pas l'idée de dire que ton milieu SAPA va devenir expert en dépendance. Tu sais, regarde, tu te donnes. Moi, mon idée, c'est vraiment de se dire, effectivement, on s'appuie sur les expertises existantes, mais peut-être on peut faire des croisements d'expertise pour au moins qu'il y ait tu sais, quelqu'un de SAPA comprenne aussi les enjeux qu'il peut y avoir du côté de la dépendance. Mais la majeure de la dépendance, ça va être l'expertise de l'équipe en dépendance qui va venir collaborer. Donc, c'est comment on crée une culture de collaboration tangible, concrète. Et puis ça, c'est vraiment ça vaut entre SAPA et dépendance, mais ça peut valoir entre SAPA, dépendance, puis d'autres disciplines. Tu sais, typiquement pour nous, là, tu sais qu'on a des enjeux d'efficience physique aussi qui sont dans ce tableau-là. Mais ça peut être ça. Je pense que c'est une vision très large, c'est une modélisation vers laquelle, enfin, une idée vers laquelle il faudrait tendre vraiment plus concrètement dans l'avenir, là, mais c'est pas forcément évident tout le temps à mettre à place. Chantal? Mon intervention ne sera pas très longue, mais je vais juste faire du pouce sur ce que Frédéric disait concernant les professionnels. C'est un défi, hein, nos usagers en dépendance ils vivent des rechutes. Hein. Des fois, on a mis en place avec toute la bonne volonté, plein d'acteurs entre nous, un beau plan d'intervention qui a fonctionné pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. On a l'impression d'avoir une victoire. Puis, whoop, à un moment donné, on a une rechute comme nos usagers qui, en dépendance, ont souvent des rechutes. C'est souvent, ils vont en vivre 1, 2, 3. Puis ça, ben, ça demande aussi une capacité de résilience de la part de nos équipes, de ne pas se décourager et surtout de ne pas se dire qu'ils n'ont pas fait les bonnes choses ou que ce n'était pas le bon plan d'intervention. C'est important de les accompagner puis de les soutenir aussi comme gestionnaires dans les décisions qu'ils prennent, les meilleures décisions cliniques.
Puis je rajouterais sur ce point-là aussi, c'est sûr que nous, aussi, au Centre-Sud, on est quand même assez privilégiés en termes de services un peu spécialisés, mais de ne pas sous-estimer l'évaluation médicale pour chercher aussi des causes des causes physiologiques qui vont faire en sorte que nos usagers vont avoir des enjeux de consommation puis qui vont avoir des difficultés à arrêter de consommer, hein, les traumatismes crâniens, donc les gens qui ont des troubles de comportement graves, des fois, c'est lié à des traumatismes crâniens, puis des fois, nos stratégies d'intervention sont axées sur la dépendance, alors qu'il y a quelque chose de physiologique en dessous de ça qui va moduler les interventions. Donc, n'oubliez pas d'impliquer les équipes médicales dans des fois des analyses plus poussées, des scans, des résonances magnétiques pour aider à comprendre les raisons pour lesquelles on a de la difficulté à changer un comportement chez les usagers. Othman, je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose, sinon je vois que Jean-Philippe, tu voulais nous dire quelque chose. Oui, je ne voulais pas briser votre échange, mais on a une question dans le chat. Okay. Donc, je vais vous la poser. Donc, vous parlez de consommation de substances légales dans les ressources. Donc, on a parlé de cigarettes, d'alcool. Mais qu'en est-il de la consommation de substances illégales? Tu as fait allusion à de la poudre. Est-ce que ce serait possible actuellement pour les usagers dans cette ressource, la ressource peut-être celle de M. Othman, peut-être? En fait, les substances illégales sont interdites à consommer au sein du CHSLD. Mais ce que fait la personne à l'extérieur, elle est libre. C'est pour ça que je parlais de à quel point on peut influencer et on peut interdire. On ne peut même pas fouiller à l'entrée. Donc voilà l'enjeu. Ce qui est important de faire, c'est que nos équipes sur le terrain, surtout les éducateurs spécialisés, il est vraiment nécessaire et important qu'ils aient un lien de confiance avec cette clientèle. Ça prend du temps que la garde baisse du point de vue du client. Et le fait d'avoir cette relation privilégiée, parfois, je dirais même souvent, le client va se confier à l'éducateur, va parler de sa consommation à l'extérieur, va lui dire ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Et d'où l'importance et la pertinence de l'histoire de vie. Parce que quelqu'un qui a passé toute sa vie à avoir un pattern, à avoir des habitudes, une routine, c'est pas en changeant de milieu de vie qu'il va s'arrêter. Lorsqu'il sort à l'extérieur, il a les mêmes comportements. Donc, s'il a l'habitude de consommer des substances illégales, fort possible qu'il va le faire aussi à l'extérieur. Juste pour rajouter une petite chose, parce que oui, par rapport au projet, c'est sûr ça met davantage l'accent sur tout ce qui est légal, et c'est dans l'échantillon, puis dans les discussions qu'on a, c'était surtout alcool, tabac, puis cannabis. Mais ça ne veut pas du tout dire que les substances illégales n'existent pas, comme Othman le dit. Nous, on a des témoignages et ça peut être une consommation à l'extérieur, puis après, quand la personne revient, faut entre guillemets gérer les conséquences de la consommation. Mais il y a des cas de figure où il y a carrément des personnes qui nous disent moi, j'ai consommé sur place dans ma chambre à un autre ou un autre endroit. Parfois, ils disent dans un autre établissement parce que parfois, ils basculent d'un établissement à un autre. Donc, c'est des choses qui existent. Puis, c'est des choses en cas où ça crée encore plus d'enjeux parce que là, on revient sur la question, comme Othman le disait, il y a des choses qu'on ne peut pas faire et des choses qu'on peut faire d'un point de vue de l'accompagnement, du suivi, de la surveillance un petit peu de ces consommations-là. Et là, c'est dire, la personne a consommé quelque chose, je ne sais même pas ce que c'est. Puis qu'est-ce que je fais avec ça? Puis la personne, si elle n'a pas confiance pour dire j'ai consommé ça, ça va être encore plus délicat. Donc c'est pour ça ici, il y a toute la question de la confiance, de créer du lien, et se dire oui, je sais que tu consommes quelque chose d'illégal, mais moi je suis là pour t'aider. Puis là, on retourne sur des enjeux qu'on a souvent en dépendance tout court, c'est-à-dire comment on crée de l'alliance avec la personne pour qu'elle se confie, qu'elle nous partage ces choses-là, sans que nous on soit dans une optique de attention, tu n'as pas le droit de faire ça, sinon tu vas avoir des problèmes, quoi. Puis là, on veut justement prévenir des problèmes qui peuvent être associés à la consommation, mais pas lui donner des problèmes d'un point de vue légal. Mais c'est clair que c'est des enjeux qui sont peut-être plus cohérents ou logiques du côté dépendance, mais après, pour des milieux SAPA, c'est quelque chose qui est vraiment... c'est assez décontenançant, en fait, de se dire on se met dans cette position-là. Puis, je me rappelle, Othman, des discussions qu'on avait avec ton équipe, et dire les préposés, quand elles reçoivent, elles voient ces choses-là, qu'est-ce qu'elles font, puis c'est ça. Il y a plein d'enjeux de positionnement, de choses comme ça, mais ouais. Et comme tu disais, Vincent, d'où l'ouverture, nos propres valeurs ne doivent pas comme
être exposé au client par rapport à sa consommation. Et l'équipe de soins doit être bien ferrée dans ce domaine. Pourquoi? Parce que d'abord, elle doit connaître c'est quoi les sortes de substances, qu'est-ce que ça fait comme effet secondaire, parce que lorsque le client revient selon son état, et puis qu'est-ce qu'il a pris, on doit comme pouvoir intervenir par la suite. Et par ailleurs, il faut aussi avoir un peu comprendre le langage de cette clientèle-là. Sinon, le lien de confiance n'est pas là. Le client ne va pas s'ouvrir à l'équipe de soins. Donc, il faut quand même pouvoir parler leur langage, les comprendre pour les ramener vers nous, pour pouvoir interagir avec eux et pour mieux les encadrer et réduire les méfaits. Oui. Ça serait Frédéric, tu avais quelque chose à rajouter? Oui, ben, peut-être juste rajouter que, tu sais, Chantal l'a dit, d'avoir une bonne évaluation, de comprendre les incapacités de la personne pour éviter qu'on tombe dans l'impression que c'est parce qu'elle ne veut pas ou parce qu'elle est réfractaire ou parce qu'elle n'est pas motivée à changer. Donc, de bien comprendre, tu sais, les limites de la personne. Puis aussi, ben, de composer avec le sentiment d'impuissance. Je pense que les équipes, au final, finissent par vivre un sentiment d'impuissance, puis peut-être même un questionnement sur est-ce qu'on est vraiment le bon milieu, est-ce qu'on a la capacité de le faire. Puis donc, c'est devant ça, je pense qu'il faut agir aussi avec justement du soutien qui peut venir. Parce qu'au final, il y a des fois où on ne peut pas faire grand-chose à part de travailler sur le lien de confiance. Fait que pendant un certain temps, on apprend à connaître la personne, à connaître les leviers, mais aussi, Hotman l'a bien dit, si on tombe dans une logique là, où les gens sont méfiants et ne sont pas capables de se communiquer les informations pertinentes, c'est là où ça devient plus difficile de manœuvrer. Euh, mais il faut quand même, c'est ça, faire un travail, je dirais, sur soi. Chaque intervenant doit faire ce travail-là d'acceptation, puis de tolérance, puis Hotman l'a bien dit, prendre une distance avec ses valeurs personnelles, puis y aller avec nos valeurs professionnelles, tu sais, de compassion, puis comment adapter le plus possible notre milieu aux capacités, aux incapacités de la personne, plutôt que de toujours s'attendre à ce que la personne s'adapte au milieu. Donc, voir comment est-ce qu'on peut sensibiliser l'ensemble du personnel pour qu'il y ait une cohérence aussi d'intervention, parce que c'est ça qui est difficile par moment d'aller tous dans la même direction, parce qu'il y en a qui ont des désaccords avec certains comportements qu'on peut tolérer ou qu'on peut expliquer, du moins avec les différents diagnostics que la personne a là. Donc, être au clair avec c'est qui cette personne-là, puis Hotman l'a bien dit, d'où elle vient, c'est quoi ses forces, pas juste les problèmes, mais comment est-ce qu'on peut travailler à mobiliser ce qui est mobilisable chez la personne, puis après ça, de regarder, nous, comme équipe, ben, c'est sur quoi on a du pouvoir. Il y a certaines affaires sur lesquelles on n'a pas, par exemple, la personne elle a le droit de sortir. Ben, ça, c'est un fait. Elle a le droit elle a la liberté, elle a encore de l'autonomie. Ça fait en sorte qu'elle va revenir très intoxiquée puis qu'il va avoir beaucoup de problèmes, mais d'accepter le fait qu'elle a le droit de sortir plutôt que d'essayer de trouver des façons de restreindre les libertés de la personne. Fait que c'est toute une logique pour laquelle je pense qu'un accompagnement peut être important, mais aussi peut-être des balises. Je pense que ce dont tu parlais, les formations, les guides peuvent aider à mettre des balises, mais ce ne sera jamais une recette là, applicable à toutes les personnes puis qui va fonctionner avec tout le monde. C'est vraiment à adapter selon les milieux, les intervenants, puis les résidents là, en cause. Et je pense c'est vraiment quelque chose que je trouve intéressant, l'idée de dire, bah, il n'y a pas quelque chose d'unique qui va fonctionner avec tout le monde. Puis ça fait vraiment partie d'une réalité qui a surtout du côté de la dépendance, mais ça peut être valable dans plein d'autres milieux, en fait. Mais tu sais, quand Chantal évoquait les questions de rechute et tout, pour moi, ça fait vraiment, ça fait partie des réalités qu'on peut voir en dépendance, mais c'est juste que là, il y a une question de comment, les milieux SAPA connaissent ou pas, c'est vraiment ces enjeux spécifiques de l'accompagnement des personnes qui consomment, parce que ça fait partie du tableau clinique en dépendance, de dire, bah, il y a des moments ça va avancer, il y a des moments ça va reculer vis-à-vis de ces objectifs-là. Puis comment on gère ça d'un point de vue purement personnel, professionnel, dire la question de la frustration de dire: «Bah, OK, j'ai l'impression que j'ai fait plein de trucs, puis ça marche pas, en fait». C'est et ça, je pense qu'il y a un endroit où justement pour ça qu'on parle aussi d'espace un petit peu pour déposer ces enjeux-là, puis ça peut être aussi bénéfique que ça implique des personnes de la dépendance qui puissent un peu désamorcer ces choses-là, dire: «Bah, oui, ça fait partie de la trajectoire, puis c'est pas vous qui avez manqué quelque chose, ça fait,
c'est normal dans ce cheminement-là, quoi. Mais c'est sûr que là, c'est des relations un peu particulières en milieu SAPA où tu es tout le temps avec la personne H24, potentiellement les préposés, elles peuvent voir des choses comme ça. Puis, ouais, ouais. Je sais pas. Vincent, il faut pas aussi, il faut pas minimiser le mouvement du personnel qui devient quand même qualifié au fur et à mesure et au fil du temps. Mais souvent, quand on remplace, on a des nouveaux préposés, des nouvelles infirmières auxiliaires, des nouvelles infirmières, d'autres éducateurs, peu importe. Il faut recommencer le travail à zéro, d'où l'importance de la passerelle, d'avoir l'expertise en soutien de la dépendance, de la direction de dépendance, les partenaires en éthique, d'avoir tout ce beau monde-là qui gravite constamment, assure une certaine stabilité. C'est un gage de stabilité, même s'il y a un changement de personnel au niveau des CHSLD ou ressources intermédiaires, peu importe, mais ça assure une certaine stabilité pour la pérennité de la démarche clinique. C'est pour ça qu'on mettait, ça c'est Frédéric qui me disait ça encore, c'est que tu veux pas des... c'est sûr que c'est facilitant d'avoir un interlocuteur privilégié, mais ça serait mieux d'avoir des passerelles privilégiées. Tu vois, c'est vraiment l'idée d'un titre de référence ou de vraiment une liaison, une alliance privilégiée avec une autre direction, puis tu sais comment ça fonctionne, puis ça, comme tu dis, Hotman, ça fournit le soutien de façon continue. Et c'est là que c'est important, c'est pas que c'est du 1-1 entre intervenants, quoi, c'est vraiment direction, quoi. C'est, tu vois, des gros blocs comme ça marchera mieux, ça sera plus cohérent dans le temps aussi, tu sais, dans le soutien continu qu'il faut dans ces situations-là, en tout cas. Ouais. Je sais pas si Chantal, tu voulais rajouter quelque chose, parce que là, on faisait un peu nos trucs à trois, mais pour te donner un petit peu, comme on arrive vers la fin, si toi, tu avais un petit mot de la fin également pour toi. Parce que sinon, je vois pas nécessairement d'autres questions dans le chat et tout, mais ouais, Jean-Philippe. Oui, bien, merci pour cette très belle présentation et à tes panélistes également. Il y avait une petite question concernant l'accès au PowerPoint. Est-ce que, là, j'ai mis ton adresse courriel. Est-ce que, je ne sais pas où est-ce qu'il va être répertorié après la présentation, peut-être sur le site de la mission universitaire. OK. Ou sinon, peut-être le rendre disponible autrement là, en t'écrivant personnellement. Ouais. Deux petites spécifications pour les participants. Donc, nous avons vous envoyé le lien vers le formulaire pour les heures, en fait, qui soient reconnues. Donc, un petit code à utiliser. Et aussi, super important de remplir l'évaluation. Ça nous permet d'améliorer nos activités et d'avoir un peu de feedback sur comment vous avez apprécié la présentation. Donc, voilà, Geneviève vous l'a mis dans le chat. Moi, juste pour conclure vis-à-vis de ça, parce que je voulais juste remercier toutes les personnes qui insistent à ça, puis remercier Chantal, Hotman et Frédéric pour leur participation aujourd'hui, puis pour tout leur soutien tout au long du projet depuis. On est rendu quasiment 3 ans là. Puis, comme je disais, c'est pas le début et la fin en fait. On met le doigt sur une thématique qui est sensible et qui risque de créer des enjeux supplémentaires pour l'avenir. Donc, c'est plus le début de quelque chose qu'autre chose là. Donc voilà. C'était ça ce que je voulais dire pour finir. Ben, merci à toi, Vincent. Je pense qu'il y a beaucoup d'intérêt de part et d'autre des directions de collaborer puis d'avoir justement des échanges qui vont mener à des changements de pratique puis une adaptation des services. C'est un défi qui n'est pas évident là, de ramasser tout ça parce qu'il y a beaucoup de choses, mais je trouve qu'on commence à avoir de plus en plus de collaboration puis c'est intéressant. Bon, ben, sur ce, bonne journée. Merci à vous. Merci encore, bonne Au revoir journée. tout le monde. Merci, Bye bye. bonne journée. Merci. Bonne journée.